Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo otaku. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Je dois dire que je suis très contente de mon programme de cette semaine. Je me suis bien éclatée. Vous commencez à me connaître là, quand j'aime pas quelque chose, je mâche pas mes mots. D'ailleurs, vous allez voir que un des titres va subir les foudres d'Amé cette semaine. Mais par contre, j'ai quelque chose qui rattrape ça. C'est que on a eu un auteur comme Sortie d'Outre-Tombe qu'on n'avait pas vu depuis des années, que dis-je, des dizaines d'années, et qui a soudain ressurgi pour mon plus grand bonheur et probablement le vôtre aussi. Alors sans plus tarder, commençons avec le programme de cette semaine. Alors je vais commencer par un josei de science-fiction très sympa qui s'appelle Worms. Alors ça va être une série courte et c'est donc une série science-fiction où l'humanité aurait fui la planète Terre, se serait installée, aurait colonisé une autre planète très lointaine, et au moment où l'humanité aurait colonisé cette planète, elle serait tombée en conflit avec les races déjà présentes sur cette planète, puis aussi les autres, éventuellement les autres espèces qui voudraient coloniser la planète. Alors on a mis sur pied une armée qui est très puissante. Je vais vous montrer les dessins en même temps, vous allez voir que c'est très beau, tout fait à la main avec beaucoup d'ombrage, magnifiquement dépeint. J'ai beaucoup aimé le style de dessin. Donc on monte une armée relativement puissante, et cette armée est composée pratiquement que de femmes. Il y a aussi un corps d'armée masculin, mais c'est vraiment le corps d'armée féminin qu'on va suivre. Et dans cette armée, il y a une unité spéciale qui s'appelle l'unité des forces de transfert, qui est composée de femmes qui ont été choisies, triées sur le volet pour porter en elles, à la place d'un bébé dans leur utérus, un parasite alien qui leur permettrait, une fois qu'il éclot, d'acquérir certains pouvoirs qu'on appelle l'envol, et qui serait en fait, qui correspondrait à une espèce de pouvoir de téléportation, ce qui leur donnerait un avantage très conséquent sur l'ennemi. Alors ces femmes sont entraînées façon militaire évidemment, et puis un entraînement vraiment sans pitié, qu'elles soient enceintes ou qu'elles ne le soient pas. Et puis évidemment, donc au-delà de l'aspect action, sci-fi, assez critique de société aussi, on va avoir tout un volet sur la procréation en général. Donc ça rejoint un petit peu une nouveauté que je vous ai présentée récemment qui s'appelle le Siège des Exilés. C'est vraiment dans le même type de livre, et c'est même tellement similaire au niveau du style de dessin que j'ai presque cru que c'était du même auteur, mais non, c'est vraiment pas, c'est vraiment un auteur différent. Donc ça s'appelle Worms. Je vais continuer toujours en seinen. Alors ça s'appelle Escale à Yokohama. J'ai adoré ça, vraiment très belle petite série. On a les 2 premiers tomes qui sont sortis à date. Encore une fois, un dessin très poétique, hein. On est beaucoup sur la tranche de vie, mais on reste encore une fois dans un univers science-fiction. Alors on est à Yokohama, donc Yokohama c'est le port de Tokyo, qui est quand même éloigné du centre. Et dans ce futur, les eaux ont monté, les eaux des océans, et Yokohama s'est retrouvé enseveli, pas enseveli, englouti sous les eaux. Donc la seule partie de la ville qui reste, c'est vraiment la partie qui était sur les collines. Et on va suivre une jeune fille dont on va apprendre rapidement qu'elle est en fait un robot qui tient un petit café sur la colline. Vraiment un super beau petit café qui m'a rappelé, moi ça m'a rappelé mon voyage aux îles de la Madeleine là, avec le petit café qui est comme entre 2 îles sur le bord de l'eau, avec toute la côte autour. Ça m'a vraiment rappelé ça, fait que c'était vraiment super. Et donc elle tient ce café, et on va se rendre compte qu'en fait elle attend le retour de son maître qui est parti, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui il est, et on ne sait pas, et elle non plus d'ailleurs, quand est-ce qu'il va revenir. Donc elle vit dans l'attente de cet homme là. Et puis c'est très tranche de vie, hein, très tranquille. Elle va nouer des liens d'amitié avec le pompiste du coin, qui est un vieux monsieur qui n'a pas la langue dans sa poche, avec un petit garçon assez coquin puis assez cute, qui ressemble un peu à Dororo là, dans le style de caractère, très espiègle. Un style de dessin un peu rétro qui m'a fait penser à Gum de temps en temps. Gun ou Alita pour ceux qui la connaîtraient sous ce nom là, mais encore une fois on n'est pas dans l'action, donc vraiment une super belle histoire. Puis j'ai beaucoup aimé le setting avec Yokohama qui est englouti sur les eaux, c'est vraiment très beau. Donc c'est Escale à Yokohama. Et je passe en shonen. Alors en shonen j'ai beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai pour commencer Country Girl, dont le sous-titre est Alice in the Country of Three-Sided Mirror. Et on est sur de la tranche de vie comédique, réaliste, shonen. On suit une gang de 4 amis, un gars puis 3 filles,
et c'était des amis très très proches quand ils étaétaient en primaire, ils étaient très liés, ils faisaient tout le temps plein de choses ensemble, puis la vie les a séparés finalement en arrivant en secondaire. Ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient aller tous dans la même école secondaire, qui est une école privée. Ils rêvent aussi, ils sont issus de la campagne, hein, et puis ils s'ennuient un peu à la campagne, ils rêvent d'habiter à la grande ville, à Tokyo, et donc ils vont tous s'inscrire dans une école privée à la fin de leur primaire et essayer de passer le concours, sauf qu'il y en a juste 2 sur 4 qui sont reçus, fait que les 2 autres se sont un peu exclus. Puis dans ceux qui sont reçus, c'est le personnage principal qu'on va suivre au tout début. Et bien la jeune fille n'a pas l'occasion malheureusement de connaître le secondaire parce qu'elle est atteinte d'une grave maladie et elle doit passer des mois à l'hôpital. Quand le manga commence, elle vient de sortir de l'hôpital, elle est guérie, elle rejoint sa classe, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Puis dans cette classe, elle va retrouver son ancienne camarade qui, elle, a pris un tout autre chemin, elle s'assume pas vraiment. Elle a décidé, plutôt que de s'assumer pleinement telle qu'elle est, elle a décidé de suivre les filles les moins fréquentables de l'école. Alors elle est devenue un petit peu une espèce de bad girl, un peu tomboy, mais en même temps elle garde quand même son cœur d'enfant. Et puis l'autre personne qui a pris un chemin tout à fait différent, c'est le gars de la gang qui lui entre temps est devenu un hikikomori, donc qui s'enferme chez eux dans sa chambre et qui n'en sort plus, qui ne veut voir personne et qui va tout rejeter en bloc. Fait que le but de nos 3 jeunes filles, ça va être d'essayer de faire sortir leur ami de gars et de le faire revenir à la vie sociale et puis de retisser ses liens. Fait que c'est vraiment tourné sur comment est-ce que les liens qu'on a dans le passé peuvent forger notre vie présente et puis surtout peuvent forger nos liens futurs. Fait que c'est une super jolie histoire, ça fait un petit peu penser à Anohana dans le style, donc c'est Country Girl. Et je continue avec l'adaptation manga de Assassin's Creed, une nouvelle adaptation qui est en grand format cette fois, c'est Dynasty, donc c'est un des Assassin's Creed qui se passe en Chine. Ça se passe lors d'une fête annuelle qui est la fête des pivoines organisée par l'empereur, où tous les différents clans viennent présenter leurs plus belles plantations de fleurs à l'empereur. Et puis c'est un espèce de rituel un peu politique parce que plus on a des belles fleurs, mieux on est vu de l'empereur et mieux on peut se placer politiquement et faire évoluer son clan vers un plus gros territoire, plus de richesses, etc. Ce qui fait que c'est un peu la guerre pour ces fleurs et certains clans n'hésitent pas à torturer, tuer, voler, piller des villages, des agriculteurs, des paysans. Et on va suivre Lee qui fait partie d'une gang d'assassins et qui s'est mis, comme tous les assassins de sa gang, à la défense des plus faibles et qui est très épris de justice et donc qui va être là un peu pour venger un village qui s'est fait décimer par un de ses chefs qui voulait juste se faire bien voir finalement, puis tout simplement agrandir son territoire, puis être encore un petit peu plus riche. Donc on est vraiment sur une thématique comme celle qu'on retrouve habituellement dans Assassin's Creed, c'est très fidèle, c'est très bien fait, beaucoup d'action, on retrouve les petits clins d'œil avec comme quand Ezio se jette dans les charrues pleines de foin, là on a ce genre de plan où quand il va sortir ses lames de sa manche, donc très très fidèle au jeu original. Je vais y arriver, tout va bien aller. Voilà, ce genre de plan également de chasse à l'homme qui est super intéressant. Fait que c'est Assassin's Creed Dynasty, ça va être une série. Pour changer un petit light novel plutôt axé pour les enfants s'appelle Le Balai Magique et c'est le light novel original qui a inspiré le film d'animation Mary et la fleur de la sorcière, qui est un film d'animation. Alors c'est pas les studios Ghibli, on croit toujours que c'est Ghibli mais c'est pas Ghibli, c'est un autre studio qui s'appelle Podok, voilà. Ponok, et Mary et la fleur de la sorcière raconte l'histoire d'une petite fille qui est à la campagne chez sa grand-mère. Elle doit passer toutes les vacances là, elle est coincée toute seule, puis elle s'ennuie à mourir, et un jour elle va trouver un balai magique qui va l'emmener un peu contre son gré dans une école de sorcellerie, puis elle va apprendre à maîtriser la magie, etc. C'est un peu à la Harry Potter, et donc c'est vraiment ce roman qui avait inspiré le dessin animé. Donc voilà, c'est Le Balai Magique. Je vous montrerai pas les dessins, il n'y en a pas. Alors j'en arrive à ce chef-d'œuvre que vous attendez tous que je détruise, et je vais le faire. Je ne me gênerai pas. Le 9 août, tu me dévoreras. Alors oui, ça peut plaire à certains, mais je vous avoue que moi, pas
du tout. Tant au niveau du dessin qui est pas forcément mirobolant, que au niveau du scénario qui est atrocement vide. Alors le 9 août tu me dévoreras, ben, c'est sûr que le titre est très accrocheur, hein, ça nous tente bien de savoir ce qui se cache derrière ce titre. Et en fait ce qui se cache, ben, c'est tout simplement un gars qui se fait stalker par une fille depuis très longtemps. Et il va se rendre compte que cette fille est un yokai. Alors elle peut se transformer en un atroce absolument dégueulasse, comme un espèce de scolopendre, là, un peu comme les créatures qu'on voit dans Tokyo Ghoul, les insectes weird, là, voilà, ça. Et elle a décidé que tous les yokai, qui sont toutes moitié yokai, moitié jolie fille à forte poitrine, toutes ces filles-là qui s'attaquent à son protégé devront mourir parce que ce garçon lui appartient. Donc, cette stalkeuse le protège de tous ces yokai, de tous ces monstres qui ne veulent en faire qu'une bouchée, afin de elle-même le dévorer par la suite. Donc, vous vous doutez bien, hein, j'ai dit monstre, jeune fille à forte poitrine, donc on a compris de quoi ça parlait. Je n'ai rien contre ce style-là, mais par contre, il faut qu'il y ait un scénario derrière. Et là, il y a un scénario qui ne tient absolument pas la route. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus, hein, ça se lit en 20 minutes, donc ça ne fait pas partie de mes recommandations de la semaine, vous l'avez compris. Je pense que je vous ai raconté à peu près toute l'histoire en quelques mots. Donc c'est le 9 août, tu me dévoreras. Alors, je vous avais dit, hein, je ne les épargne pas ceux qui me plaisent pas, vous le savez. Alors, le prochain c'est Mes yeux rivés sur toi. On change complètement de style, on est en shoujo et on va parler, c'est une thématique qui est très populaire en ce moment en manga, de la thématique LGBT. On suit un jeune garçon qui habite dans une petite ville de région où tout se sait, hein, bien sûr, parce que tout le monde se connaît. Puis ben, tout le monde parle toujours, il y a beaucoup de carcans là, donc tout le monde parle toujours du mariage, des enfants, de comment il faut faire les choses comme ceci mais pas comme cela, comment il y a beaucoup de jugements. Puis lui il sent bien qu'il est différent des autres, alors il sait pas exactement comment, mais il sent bien que quand ses amis s'intéressent aux filles, bah, lui il s'y intéresse pas vraiment. Et puis un jour il y a un nouvel élève qui arrive dans la classe et il a la surprise de retrouver un de ses anciens camarades de primaire avec qui il s'entendait très bien. Fait qu'ils vont se rapprocher et quand il va comprendre qu'il est bien trop attaché à ce garçon, mais c'est là qu'il va comprendre qu'il est gay tout simplement. Alors pas facile d'avouer ses sentiments à quelqu'un quand en plus on a déjà une forte amitié, qu'on ne veut pas briser cette amitié, qu'on n'a aucune idée de quoi s'attendre, mais ce garçon il est super courageux et il va quand même rapidement avouer son amour à son camarade. Et contre toute attente, son camarade va lui dire: écoute, moi je n'ai pas les mêmes sentiments que toi, mais par contre tu es un excellent ami, puis je respecte ça, puis ça changera rien à notre amitié, rassure-toi. Donc la relation va évoluer et ce jeune garçon va pouvoir s'affirmer de plus en plus puis s'assumer. Donc une très très belle histoire. Le dessin est probablement un petit peu en dessous du scénario, c'est assez simpliste, surtout au niveau des arrière-plans, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais en même temps ça permet de nous recentrer vraiment sur le scénario qui est très très cute, très innocent. J'ai beaucoup aimé ça, c'était très très sympa. Donc c'est Mes yeux rivés sur toi. Un très beau titre en plus. Et on rechange de style avec la réédition en Ultimate Edition de The Breaker, le fameux manhwa. The Breaker est une série qui me tient particulièrement à cœur, j'adore cette série, c'est une série de baston, de filles, d'humour, ça vole pas plus haut que ça, mais c'est excellent. Alors si vous aimez GTO, si vous aimez Sunken Rock, vous allez forcément aimer The Breaker, qui était une série assez courte, si je me rappelle bien c'est une dizaine de volumes, donc sur ce gros format là, on devrait être à 4 ou 5 volumes en totalité. Ah ben 5 volumes, c'est écrit derrière, voilà. Alors pour The Breaker, on va suivre en fait un cégep où un nouveau professeur, jeune professeur vient d'arriver. Puis ce professeur il n'a pas la langue dans sa poche. C'est un cruiser incorrigible et il est pas commun. Puis on va vite se rendre compte que c'est pas un professeur comme les autres, que c'est un peu un mauvais garçon, c'est un ancien yakuza ou en tout cas chef de gang. De bande de mauvais garçons. Et c'est un expert en arts martiaux également.
Donc il va rapidement se faire provoquer par par les élèves de sa classe, par les racailles qui vont essayer de le provoquer en duel, puis ça va un peu péter de partout. Donc il y a beaucoup d'action, on est vraiment sur des scènes de combat, le dessin est très bien maîtrisé, mais comme je le disais, on est vraiment dans le style de GTO où on a un héros qui paraît bad boy mais qui a en fait vraiment un grand cœur, qui peut jamais s'empêcher d'avoir ce grand cœur, qui est toujours, qui crouse toutes les filles mais qui finalement ne fait jamais rien parce qu'il les respecte bien trop, et qui se bat merveilleusement bien, puis ça nous donne accès à des scènes humoristiques complètement désopilantes. Fait que vraiment, si vous connaissez pas The Breaker puis que vous aimez l'action, puis surtout les mangas qui se prennent pas au sérieux, et c'est ça que j'aime avec ce titre là, c'est que ça ne se prend vraiment pas au sérieux, il n'hésite pas à faire beaucoup d'autodérision. Donc si vous aimez ce genre, vous allez forcément aimer The Breaker. Et je continue avec, vous allez voir, là on n'est pas du tout sur le même style, hein, c'est beaucoup plus poétique. C'est Ocean Colored Polaris, qui est un petit one-shot. En fait, c'est un one-shot très court. L'histoire principale fait à peu près la moitié du livre, je dirais qu'elle s'arrête à peu près là. Puis l'autre moitié, c'est un recueil d'histoires courtes par le même auteur. C'est chinois d'origine. On le ressent quand même dans le style de narration, mais pas tant dans le dessin, c'est assez japonais dans le style de dessin. C'est l'histoire assez tragique d'une jeune fille qui veut en finir avec la vie. Et donc, elle monte en haut d'une falaise et elle veut se jeter dans la mer, mais au dernier moment, elle hésite, elle change d'avis, elle prend peur, elle ne veut plus sauter. Le problème, c'est qu'elle dérape sur une roche et elle tombe quand même dans la falaise. Par chance, juste en dessous, dans la mer, il y avait une sirène. Une très belle sirène qui était là et qui récupère dans ses bras notre jeune héroïne et qui la sauve. Alors la sirène va passer un marché avec notre héroïne. Elle va lui dire « Ok, tu veux te suicider mais tu ne veux pas avoir mal. Moi, je connais une sorcière qui va pouvoir te faire une potion magique qui va te permettre de mourir sans douleur. Je te promets de te donner cette potion dans 15 jours si pendant ces 15 jours tu m'emmènes avec toi sur Terre et que tu m'aides à me rapprocher de la personne que j'aime. Parce que oui, je suis tombée amoureuse d'un être humain. » Alors, notre héroïne va passer le marché, va ramener la sirène chez elle, à laquelle mystérieusement il est poussé des jambes. Alors ça c'est un peu le truc incohérent de l'histoire, on ne comprend pas très bien comment est-ce que les jambes sont poussées à la sirène, mais bref, il lui arrive des jambes. Et puis quand notre sirène va se déshabiller, l'héroïne va se rendre compte que ce n'est pas une sirène, mais un sirène, en tout cas un homme sirène. Contre toute attente, mais finalement ça n'aura pas tant d'importance que ça dans le manga. Et en tout cas, voilà, elle va rapidement spotter la personne dont elle était amoureuse, puis essayer de se rapprocher de cette personne. Donc c'est une histoire très courte, avec un scénario qui n'est pas forcément ultra développé. On ne sait pas exactement où ça s'en va, on se dit que peut-être ça avait été plus long, on aurait eu un scénario qui se tient un peu mieux, c'est peut-être ce que j'ai regretté, mais c'était quand même assez cute. Puis c'est très bien dessiné, hein, il faut le dire, vous le voyez depuis que je vous le montre. On a quand même des dessins avec beaucoup de nuances, c'est vraiment les nuances que j'ai aimées dans ce livre-là. Puis les autres histoires courtes, c'est très varié, là, ça peut être réaliste, ça peut être fantastique, c'est plutôt drôle, c'est plutôt émotif. C'est quand même un recueil assez varié, donc c'est très sympa. Voilà, donc c'est Ocean Colored Polaris. J'ai ici l'adaptation du film de One Piece Stampede qui est terminé en 2 volumes. C'est un anime comics, donc un manga en couleur qui en fait correspond à des espèces de screenshots de l'anime ou du film qu'on remet sur papier. Donc c'est très fidèle au film, ça suit très exactement le déroulé du film. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble un anime comics, hein, des couleurs évidemment assez criardes comparées à ce qu'on peut voir dans le manga, puisque on est vraiment, comme je vous ai dit, des screenshots de l'anime. Dans Stampede, on suit notre équipage du chapeau de paille qui se rend au Pirate Fest, qui est une espèce de grande fête / festival où tous les pirates de toutes les mers se retrouvent chaque année pour festoyer tous ensemble. Et puis cette année, à la clé, il y a un lot très prestigieux qui est le trésor de Roger, le roi des pirates. Alors notre équipage va tenter de trouver ce trésor. Sauf que en coulisses, derrière toutes ces festivités et ces joyeuses gangs de pirates qui s'éclatent,
eh bien, on va retrouver un duo de personnages qui complotent dans l'ombre pour essayer de faire capoter tout ça, puis surtout de doubler tout le monde et de trouver le trésor avant tout le monde. Donc c'est One Piece Stampede et c'est l'anime comics de l'adaptation du film. On arrive à un manga qui était quand même assez attendu, un manga fantasy qui s'appelle Les Tisserands de la Vérité. On est vraiment sur du shonen mais assez mature et c'est vraiment de la fantasy pure. Alors on est dans un monde où la magie est omniprésente mais elle n'est pas bien vue. Donc les gens qui sont des sorciers, qui sont nés à la naissance avec des pouvoirs magiques, en fait ils font peur à ceux qui n'en ont pas, alors ils sont rejetés, ils sont persécutés, puis ils sont un petit peu au bas de l'échelle sociale. Et notre héros est un sorcier il s'appelle Léon. Et il a plusieurs particularités. En fait, c'était quand il était jeune et qu'il était en classe de magie, c'était un des meilleurs élèves de sa classe parce qu'il maîtrise très bien la magie, il est très studieux, il est très pointilleux, il est très à l'écoute aussi, mais par contre, il est né avec des pouvoirs qui sont très faibles et en fait cette faiblesse de pouvoir tu peux pas vraiment l'augmenter si l'organe que tu as en toi qui te permet d'utiliser la magie est faible, tu peux pas faire grand chose avec ça. Fait que lui il est un des sorciers les plus faibles du monde, ce qui fait qu'il n'a pas pu être admis à une école supérieure de magie qui est la forteresse de fer. Alors c'est cette forteresse énorme qui fait plutôt peur que je vous ai montré au tout début juste ici. Donc la forteresse de fer qui est une école de magie mais ultra sévère pour former les sorciers, pour qu'ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, parce que les pouvoirs viennent de manière naturelle. Lui il n'a jamais pu être admis, mais par contre comme il est très très bon en formation, très à l'écoute, très maîtrisé, il est devenu professeur. Et un jour on va lui amener un élève qui est le jeune Zesh, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Z-E-C-H-S, enfin c'est Zesh, Zek, Zex, je suis pas certaine de la prononciation du prénom. Mais bref, ce jeune garçon est amené à Léon il a pour mission de le former. Le garçon, le problème c'est qu'il a des pouvoirs incommensurables, qu'il est incapable de maîtriser et il a subi des choses atroces dans son enfance et donc il se sert de ses pouvoirs uniquement pour détruire tout ce qui passe autour de lui. Donc il fait extrêmement peur à tout le monde et Léon se retrouve un peu avec ce garçon sur les bras sans savoir trop quoi faire de lui. Voilà, il a un peu l'air d'un enfant sauvage. Fait que peu à peu, les liens entre le maître et le disciple vont se tisser et puis Zex va apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à se discipliner. Donc on est vraiment sur un pur développement de fantasy. Si vous aimez ce style, c'est probablement quelque chose qui va vous plaire parce que c'est bien dessiné, le scénario est bien maîtrisé, le déroulement des événements est très fluide, donc ça passe très très bien. Donc c'est Les Tisserands de la Vérité. Puis mon dernier livre, honnêtement ça a été une surprise. Alors ça s'appelle Paradise Residence. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, regarde, ça a l'air d'être un shoujo, puis c'est un peu keten, pourquoi ils ont fait ça, comme personne va vouloir acheter ça. Puis là j'ai commencé à lire, puis j'ai comme, ok c'est pas vraiment un shoujo, puis franchement c'est top, comme c'est humoristique, alors c'est très tranche de vie, il y a un côté métaphorique super bien maîtrisé, on a des personnages qui sont tous comme ultra bien construits, puis là on se dit ok mais c'est quoi ce truc, ça a l'air poche, puis finalement c'est de la bombe. Fait, bref, je me suis éclatée à lire ça, puis c'est à la fin que je dis mais faudrait que je regarde qui c'est cet auteur là. Et bien cet auteur là, figurez-vous que c'est l'auteur de Oh My Goddess. Oh My Goddess qui est un manga écrit en 1988 et son auteur Kosuke Fujishima n'avait rien écrit depuis. Il a fait pas mal de trucs dans le monde de l'anime mais pas du tout dans le manga. Alors j'avoue que le style de dessin m'était pas inconnu, j'avais l'air de reconnaître des choses, mais on s'entend que Oh My Goddess c'est loin dans nos mémoires là. Fait que l'auteur de Oh My Goddess est revenu et ça c'est quand même la surprise de la semaine. Alors je suppose que notre jeune public ne connaît pas ce manga, moi ça a été mon premier manga, fait que, ou presque, fait que pour vous dire à quel point ça me tient à cœur. Pour en dire un peu plus sur Paradise Residence, on suit, en fait on est dans une espèce de colocation, c'est un dortoir, le dortoir d'un cégep qui est comme dans une montagne, en haut de la colline, très très loin de tout, puis c'est un peu délabré. On dirait que les pensionnaires ont été un peu oubliés avant l'école, mais après ça elles sont un peu livrées à elles-mêmes, et c'est en fait la vie des pensionnaires de ce dortoir. Fait qu'il y a un côté très humoristique, il y a un côté des fois un petit peu sexy, il y a un côté d'autodérision.
C'est vraiment excellent. Honnêtement, ça peut plaire à tout type de public. Si vous aimez le shonen, le shoujo, le seinen, vous allez probablement aimer ça dans tous les cas à partir du moment où vous aimez les récits plutôt réalistes et humoristiques. Donc c'est Paradise Residence. Comme d'habitude, je termine avec mes tops, mes flops. Alors mes tops de la semaine, je pense que vous l'avez compris, Paradise Residence en fait partie, vraiment excellent, on s'éclate. C'est tellement exagéré que c'en est complètement hilarant. Puis The Breaker, vous l'aurez compris aussi, grand classique, enfin devenu classique du manga de baston, de filles et d'humour, qui ne se prend absolument pas au sérieux. Donc finalement, c'est deux mangas humoristiques qu'on aura dans notre top aujourd'hui. Puis notre flop, je pense que vous l'avez compris aussi, j'ai été assez claire, ça va être le 9 août, Tu me dévoreras, tout simplement pour la pauvreté du scénario. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager vos lectures avec vos amis parce que c'est ça qui est cool, c'est de partager tout ce qu'on lit, c'est ça qui est le fun. Merci beaucoup et bonne soirée. Salut!